Quel est le comportement des épargnants salariés face au dispositif d'épargne salariale et retraite post-loi Pacte ? Une enquête exclusive réalisée par le S2H Institute du groupe CIACI Saint-Honoré et Amundi Épargne Salariale et Retraite, conduite par l'Institut de sondage Audirep. Un webinaire animé par Fabrice Coustet. Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver, de vous accueillir pour ce nouveau webinaire proposé par Amundi et S2H Institute. On l'a entendu, le centre de recherche et enquête de CIACI Saint-Honoré. On va s'intéresser, chers amis, ce matin aux épargnants, ces Français qui sont nombreux à épargner via un dispositif d'épargne salariale et retraite. Alors, l'état des lieux en 2021, sont-ils confiants ? Est-ce que ces dispositifs sont bien maîtrisés, bien compris, bien utilisés ? Et puis, cette crise qui est derrière nous, est-ce qu'elle a bouleversé les comportements ? Est-ce que les Français se tournent vers la finance durable pour épargner ? Quels sont les enseignements qu'on peut tirer ? Eh bien, nous allons partager ces réponses avec nos experts. On est ravis d'accueillir sur ce plateau Xavier Collot. Bonjour. Bonjour Fabrice. Xavier, vous êtes directeur épargne salariale et retraite d'Amundi. À vos côtés, Valérie Lamaison. Bonjour Valérie. Bonjour Fabrice. Vous êtes directrice épargne investissement chez CIACI Saint-Honoré. Michael Bérébi, merci d'être là. Michael, bonjour. Merci, bonjour. Vous êtes responsable du S2H Institute. On va savoir tout sur ce nouvel institut dans quelques instants. Et puis Corinne Labourex. Bonjour Corinne. Bonjour Fabrice. Et vous êtes directrice marketing Amundi Épargne Salariale et Retraite. Merci à vous d'être là. Merci à tous ceux qui se sont connectés avec cette heure matinale. Mais bon, ça y est, c'est l'été. On peut maintenant. On est habitué à ces dispositifs. Alors, dispositifs comme d'habitude interactifs, c'est-à-dire que vous pouvez, dans la rubrique Votre question, poser toutes vos questions à notre panel. Ils seront ravis d'y répondre dans les 10 dernières minutes. On les prendra peut-être au fur et à mesure si elles sont d'actualité. Mais on a déjà beaucoup de choses à dire. Alors, voilà, sur cette enquête, le comportement des épargnants, Xavier Collot, première question pour vous, pour remettre en perspective un petit peu ce que représente l'épargne salariale. Vous avez quelques chiffres. Alors, tout à fait. Je pense que c'est bien de remettre en perspective pour repositionner ensuite la restitution qui sera faite ici aujourd'hui. C'est 11 millions de salariés épargnants aujourd'hui qui détiennent globalement plus de 150 milliards d'euros. Donc une somme conséquente. Et dans ces 150 milliards d'euros, vous avez à peu près 23 milliards d'euros destinés, fléchés pour l'épargne retraite dans l'entreprise. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 340 000 entreprises proposent en France des dispositifs à leurs salariés. Alors, on est convaincu que, effectivement, ces dispositifs sont très diffusés. Vous retrouvez des éléments dits d'actionnaires salariés qui sont des éléments puissants dans l'entreprise. Et l'actionnaire salarié, c'est globalement plus de 60 milliards d'euros d'actifs investis en fonds propres dans les entreprises. Et c'est partie des éléments importants, puisqu'on parle beaucoup de l'épargne fléchée vers l'économie productive. Ça en fait partie, bien entendu. Ensuite, un des points importants pour bien repositionner, et on en reparlera ensuite, c'est l'épargne salariale est un des premiers financeurs de l'économie solidaire. Et j'ai presque envie de dire que c'est 1 euro sur 3 est investi en investissement dit d'impact et à des dimensions sociales et solidaires. Donc, vous voyez, des chiffres quand même conséquents qui permettent de repositionner très rapidement ce qu'on a pu réaliser à travers cette enquête. Moi, ça m'avait frappé, effectivement, on ne le sait peut-être pas, mais on parle souvent de la bourse, des PEA, des Français, etc. Et ben, on a pratiquement autant, voire peut-être plus maintenant en épargne salariale que dans le bas de laine sur les comptes titres ordinaires ou PEA. Donc, c'est vraiment considérable. Valérie Lamaison, avec vous, on va voir pourquoi cette enquête, voilà, comment vous l'avez réalisée, quelle est la méthodologie utilisée ? Alors d'abord, cette enquête, elle est importante pour nous parce que finalement, généralement, les enquêtes concernent le comportement épargnant au sens large, concernant tout l'ensemble des outils. Vous venez citer le PEA, le livret A, l'assurance vie. Et pour nous, acteurs de l'épargne retraite et de l'épargne salariale, de l'épargne d'entreprise, pour nous, Amundi et CIACI Saint-Honoré, il était assez naturel de s'associer pour sonder les épargnants et connaître leur perception des outils d'épargne d'entreprise et également leur utilisation. Ouais. Alors, voilà, donc pour nous, c'était assez évident de mener cette enquête spécifique et focusée et zoomer finalement sur ce comportement d'épargnants. Et c'est une manière aussi finalement de renseigner les entreprises, les DRH, les compagnies sur la connaissance de ces dispositifs, leur place dans le patrimoine des salariés, l'appréciation des offres de gestion financière. On a dit aussi les tendances, les attentes en termes d'investissement, le solidaire, l'ISR, mais également la perception de l'actionnariat salarié qui, je vous rappelle, a été remis au goût du jour par la loi Pacte.
Et on avait un petit peu un momentum, puisque ça fait finalement 2 ans que la loi Pacte a été promulguée. Ça fait à peu près 1 an que les dispositifs sont mis en place. Donc il était important pour nous d'apprécier le comportement épargnant. D'accord. Et je crois que c'est la première fois, Mickaël, que cette enquête est réalisée. C'est une enquête exclusive. Exactement. C'est une enquête assez exclusive, assez inédite aussi, je trouve, dans le panorama et la diversité des thématiques qui ont été abordées. Une méthodologie donc, qui d'abord repose sur un questionnaire qui a été co-construit entre CIACI Saint-Honoré et son institut et avec Amundi. Premier élément, dont les données ont été déléguées dans le traitement au cabinet Audirep. L'enquête a été mise en ligne sur le site Amundi ESR. Et c'est important puisqu'en fait, les répondants ont répondu sur la base du volontariat. Et on a eu environ 3000 répondants à cette enquête, ce qui est assez considérable puisque, et ça c'est un parti pris fort de notre part, en moyenne, la durée du questionnaire dure 10 minutes. Donc c'est un questionnaire assez conséquent. Et la campagne, dernier point de détail, la campagne s'est déroulée entre février et mars 2021 sur pratiquement 2 mois. Ouais, 10 minutes en ligne, 3000 participants, c'est pas mal parce qu'en ce moment, effectivement, on peut se dire les gens sont chez eux, etc. Pas tant que ça, hein, les gens retournent au travail, évidemment, tout le monde est très occupé, donc c'est pas mal d'avoir eu quand même 3000 répondants. Corinne Labourex, les réponses ont été spontanées. Est-ce que vous avez un panorama, là aussi, des tendances de qui a répondu à cette enquête ? Tout à fait. Effectivement, un des partis pris forts qu'on a eu d'un point de vue méthodologique, c'est de laisser une grande spontanéité. Autrement dit, on n'a pas rebasé en fait les réponses comme on fait parfois traditionnellement sur les sondages. C'est-à-dire que vous avez en fait une structure de départ, on connaît en fait la population de départ, on recueille les questions. Il peut y avoir des biais dans les réponses parce que vous avez davantage certaines catégories qui répondent que d'autres. Et à ce moment-là, l'Institut qui travaille dessus, généralement, en fait, rebase pour retrouver la structure de départ. Nous, on a choisi, en fait, très simplement, de recueillir l'ensemble de ces réponses. Et une des dimensions, en fait, qu'on voulait laisser parler également, c'était qui répond, mais dans quelles conditions. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on retrouve, en fait, quand même la structure classique d'une population en épargne salariale et retraite, mais certains traits sont accentués. Par exemple, les hommes ont assez majoritairement répondu plus que les femmes, à peu près aux 3/4, et on a une population de répondants qui est plutôt constituée en majorité d'âge supérieur, les tranches plus de 50 ans. Et puis, on a pas mal de cadres, effectivement, dans le panel, un peu plus que la moyenne. Il faut savoir aussi que ceux qui ont répondu sont plutôt ceux qui sont dans les tranches de revenus un peu supérieures. Le revenu moyen est à 57 000 euros, pour avoir une idée précise. Et puis, les grandes entreprises, classiquement, sont bien représentées. Cette tendance, en fait, dans le sondage est pleine d'enseignements. On y reviendra. Mais justement, ça laisse aussi deviner que vous avez, parmi les épargnants, certaines catégories de population qui sont plus enclines, effectivement, à épargner et à utiliser leur épargne salariale, mais on y reviendra tout à l'heure. Le premier enseignement, en tout cas, c'est intéressant. Bon, pas de parité pour l'instant, en tout cas, dans les répondants et peut-être dans l'épargne salariale, mais on sait que c'est en train de muter, comme l'entreprise, d'une manière générale. Si on s'intéresse maintenant justement aux enseignements qu'on peut tirer de cette enquête, de cette étude, il y en a 5 clés. Xavier, je vous laisse nous les détailler ou commencer en tout cas. Effectivement, je crois que le premier enseignement, et c'est un coup de projecteur important, puisqu'il y a toujours des préjugés sur ce qu'est l'épargne salariale et la façon dont le salarié perçoit ces éléments dits extrasalariaux qui rentrent dans la politique des avantages sociaux de l'entreprise. C'est qu'en fait, ils connaissent bien ces dispositifs, ils y adhèrent. Voilà. Alors qu'il y a toujours un préjugé de complexité, on ne sait pas ce qu'on a, ainsi de suite. C'est tout l'inverse. C'est une très bonne nouvelle. Et donc, ça renforce quelque part la marque employeur. Et donc les entreprises ont tout intérêt à continuer à développer, à valoriser ces dispositifs dans le cadre de leur politique d'avantages sociaux. Par ailleurs, elle est jugée finalement attractive et incontournable. On se rend compte qu'elle représente une part significative dans le patrimoine des salariés. Donc là aussi, on voit bien la confiance qu'apportent les salariés à ces dispositifs. Ouais, on va s'arrêter une petite seconde sur ça, je pense que c'est très important. C'est qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre, en plus on parle beaucoup d'épargne en ce moment. On aurait entassé dans nos lessiveuses 200 milliards d'euros, un peu contraint et forcé, on ne pouvait pas consommer. Cependant, c'est un cas exceptionnel, le français, on sait... même s'il épargne, il consomme quand même beaucoup, surtout évidemment quand les salaires ne sont pas formidables. Et pour certains, ce dispositif d'épargne salariale, il est hyper important. Parfois, pour certaines catégories, c'est leur seule épargne dans leur dispositif, dans leur patrimoine finalement.
Exactement, c'est vraiment ça, on va le voir après dans le détail. Un autre point également, c'est qu'un cap a été franchi puisqu'on voit que la dimension retraite, la préparation à l'épargne retraite commence à être prise en compte et est vraiment un axe majeur de la volonté d'épargner. Pour compléter, c'est une épargne dite active. On voit bien, il y a des flux d'entrée et des flux de sortie. Elle est active par deux phénomènes, l'abondement apporté par l'employeur et par ailleurs les versements volontaires qui vont fluidifier et qui vont être un moteur du développement de l'épargne. D'accord, on a quand même déjà des enseignements. Michael, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, pas d'éléments supplémentaires sur cette synthèse, si ce n'est la dimension également responsable des épargnants vis-à-vis de leur épargne. On verra ce qu'on entend par la notion de responsabilité un petit peu plus tard. Très bien, donc voilà, rapidement brossé en tout cas ce qu'on peut déduire. En gros, d'une manière générale, en tout cas, Xavier, on sent que les Français, les épargnants sont en tout cas très confiants pour cette épargne. C'est vrai, on est plutôt positif face à ces dispositifs d'une manière générale. Vous l'avez dit tout à l'heure, ces dispositifs qui sont pour des DRH des opportunités aussi extraordinaires de solidifier des équipes, de les fidéliser, mais aussi, on en a parlé il y a très peu de temps sur cette antenne, dans un autre webinaire, de fidéliser aussi les collaborateurs et puis de les recruter. Tout à fait. Donc, c'est partie des éléments indispensables aujourd'hui pour attirer les talents dans les entreprises de nos territoires. Et je crois qu'effectivement, ça rentre vraiment aujourd'hui dans les éléments clés de la politique de rémunération des entreprises à destination des salariés. Très bien. Allez, rentrons dans le vif du sujet. On regarde justement le premier enseignement. Donc, cette épargne salariale et retraite, c'est un dispositif bien maîtrisé. Épargne salariale, épargne retraite, ce sont des infos. Et il y a eu un gros effort de fait de la part justement de la pédagogie pour bien utiliser ces dispositifs. On a l'impression que ça a été fait. Il faut bien évidemment continuer. Mais en tout cas, c'est très connu désormais. C'est maîtrisé par ceux, en tout cas, qui l'utilisent. C'est le premier enseignement. Il s'agit d'un dispositif qui, semble-t-il, est maîtrisé. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, on a tendance à penser que les salariés ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. Et lorsqu'on a posé la question, ils sont environ 80% à dire « oui, je maîtrise assez bien, voire très bien ce dispositif ». À noter toutefois, il est vrai qu'il pourrait y avoir également un biais sur l'échantillon, puisque la méthodologie, on l'a dit, est sur la base du volontariat. Néanmoins, le chiffre reste assez impressionnant. Alors, si c'est un dispositif qui est également bien maîtrisé, on peut le sous-entendre. C'est parmi ces détenteurs, il y a un très fort taux d'équipement, il faut le noter. 90% des répondants détiennent un plan d'épargne entreprise, le fameux PE. 70% environ détiennent un plan d'épargne retraite et 60% d'entre eux détiennent les deux dispositifs. Donc, pour ces détenteurs-là, pour ces répondants, oui, il s'agit d'un dispositif qui est bien maîtrisé. Voilà, 60% détiennent un temps. Et puis rares sont ceux finalement qui ne possèdent aucun produit. Ça, c'est aussi à noter. C'est pas mal, 8 sur 10. On dit toujours que les Français sont plutôt moyens en finance, etc. Là, on a l'impression qu'en tout cas pour ceux qui détiennent PE, PER, ils maîtrisent cet outil. Corinne Labourec. Oui, tout à fait. En fait, ce que ça laisse entendre, c'est d'ailleurs quelles que soient les classes d'âge, c'est que finalement, tous, et vraiment une infime partie, nous disent que ce sont des dispositifs parfaitement connus et, je pense, il faut le dire aussi, utilisés. Et si on fait un focus sur ce qui rend, je dirais, l'utilité de l'épargne salariale d'autant plus prégnante et active, il y a finalement deux vecteurs, et on reviendra après sur peut-être son caractère très incontournable ensemble. C'est que l'abondement, on le citait tout à l'heure, c'est vraiment le moteur essentiel, mais pas que. Il y a aussi la volonté naturelle et directe d'épargner. Quand on revient à l'abondement, en fait, il est présent dans 78% des cas, c'est-à-dire plus des 3/4 en fait, des épargnants ont une entreprise qui permet chaque année de verser et d'accéder à un abondement. C'est hyper important. Il faut saluer le fait que c'est un effort effectivement qui est continu chez les entreprises et qui est reconnu. C'est-à-dire qu'à 96%, en fait, les épargnants utilisent cet abondement. Et les 4% restants, on pourrait se dire c'est parce que éventuellement les règles n'étaient pas claires, etc. Pas du tout. C'est très bien compris. C'est simplement
ils l'avouent eux-mêmes, ils ont oublié de le faire. Voilà. Donc si on est pratiquement à 100%. Voilà, on serait quasiment à 100%. Donc ça veut dire que les mécanismes, ils sont parfaitement maîtrisés. La deuxième chose, je pense qu'il faut noter dans le caractère en fait actif de cette épargne, c'est que le versement qu'on pouvait penser oublié, et on pouvait se dire peut-être que l'abondement était tellement dominant que c'était le seul motif, le versement est quelque chose qui est lui aussi connu. 91% en fait des épargnants disent qu'ils savent qu'ils peuvent verser, non seulement dans le PE, mais également dans le plan d'épargne retraite. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la loi Pacte a eu son effet et que ce qu'elle apporte, la capacité à verser, et puis par ailleurs, effectivement, à optimiser fiscalement, est connue des épargnants, et d'ailleurs, quelles que soient aussi les générations. Et la moitié d'entre eux, aujourd'hui, l'utilisent pour le PE et quasiment la moitié pour un plan d'épargne retraite. Donc ça veut dire que c'est en train de rentrer dans les mœurs et que cette épargne salariale, c'est pas du tout une épargne passive, c'est pas du tout une épargne de complément qui est le cinquième roue du carrosse. Hein. C'est une épargne qui est vivante et c'est une épargne en fait qui fait partie des choix importants en fait des salariés et des épargnants qu'ils sont. Et je voudrais insister sur quelque chose, c'est que lorsque l'on parle effectivement de versement et qu'on les interroge pour savoir pourquoi ils versent, la première raison qui vient, c'est pour compléter effectivement, c'est pour compléter mon épargne, c'est pour faire grossir mon épargne. Et ensuite, vous avez la saturation d'abondement qui est quelque chose de normal quand on dispose d'un PE ou d'un PERCO, et vient en dernière position, mais assez vite sur les plans d'épargne retraite, la question de l'optimisation fiscale qui commence à être bien connue. Donc on a là le triptyque en fait décisionnel qui est intéressant et qu'il faut pouvoir favoriser effectivement dans la communication des entreprises. Je fais un petit pas de côté concernant justement l'actu dont on parlait tout à l'heure et cette épargne. Est-ce que Gavecolo, durant l'année dernière, ou même ça continue cette année, on parlait des versements volontaires qui sont connus, est-ce que vous avez vu une progression des encours ? Ou bien, au contraire, et à juste titre, hein, parce qu'on a quand même une crise, ça veut dire que l'horizon s'obscurcit, on ne sait pas trop ce qu'on va devenir. La bourse a chuté quand même de manière assez monumentale. On a fait moins 35%, même si on les a retrouvés depuis. Comment ça s'est passé cette année ? Il y a eu plus ou il y a eu moins ? Alors, je pense qu'il ne faut pas occulter l'année 2020, effectivement, qui était une année complexe pour beaucoup d'entre nous. Il y a eu beaucoup moins de rachats, beaucoup moins de retraits sur les dispositifs d'épargne salariale, ce qui explique aussi, je dirais, les 150 milliards d'euros. Il y a eu beaucoup de versements. C'est-à-dire que les salariés ont continué à verser dans les dispositifs, puisqu'ils étaient de l'ordre de 70% à verser, 30% à percevoir. Et nous avons également les mêmes proportions cette année. D'accord. Et on voit, je dirais, on arrive au bout du tunnel et la lumière est à nous dans le cadre de cette crise. Donc effectivement, il y a un comportement d'épargne permanent autour de ces dispositifs parce qu'ils sont bien compris, bien appréhendés par les salariés. Ça veut dire que c'est finalement en pilotage automatique, sans parler de la gestion pilotée, mais ça veut dire que les gens ont cette poche d'épargne, ils abondent régulièrement, c'est quelque chose de connu. C'est quelque chose de connu et d'acquis, effectivement. Et ce n'est pas 70% par absence de réponse, c'est un acte volontaire d'épargner versus 30% qui décident volontairement de percevoir. Donc les chiffres sont relativement stables dans le temps et même au-delà de l'année 2020, parce qu'on avait à peu près les mêmes proportions en 2019. Donc Valérie à la maison, pour synthétiser d'un mot ce premier enseignement, dispositif maîtrisé, connu, assez facilement détenu et une épargne finalement active, hein, on le voit de la part de tous ceux qui ont souscrit. Oui, d'autant plus, et en plus remis à l'honneur avec la loi Pacte finalement. Beaucoup d'entreprises ont réinitié des campagnes de communication en faisant évoluer leurs outils dans le cadre de la loi Pacte. Ouais, c'est vrai qu'il y a des nouveaux outils qui sont arrivés. Ouais. Il a fallu peut-être remplacer d'anciens dispositifs. Michael, c'est vrai que cette loi Pacte, on a l'impression que ça a été un nouveau départ pour tous ces dispositifs. Ça a été un nouveau départ, à minima en tout cas, sur l'offre financière. Sur les supports d'investissement, on le verra, à moins de passer directement sur ce sujet-là, mais c'est vrai que s'il fallait caractériser le comportement des épargnants, en tout cas des épargnants qui ont bien voulu répondre à l'enquête, on a quand même affaire, pour 50% d'entre eux, à des épargnants qui sont responsables avec une appétit au risque qu'ils jugent mesuré. Et la fameuse question sur la crise financière qui a suivi la crise sanitaire, on s'est posé la question, on leur a posé la question, est-ce que ça a modifié votre comportement d'épargnant ? Eh bien, pas tant que ça. Pour 60% d'entre eux, non, ça n'a pas fondamentalement changé leur comportement d'épargnant. Et pour les 40% restants, finalement, ce qu'on observe, c'est les plus prudents sont encore plus averses au risque et les plus appétents au risque le sont encore plus. Voilà, donc ça, c'est un premier élément sur ces comportements d'épargnants responsables. L'autre dimension, c'est sur le critère de sélection d'un support de placement.
Et assez logiquement, on retrouve comme premier critère de sélection la fameuse performance pour la majorité des répondants, puis en deuxième position la notion de risque et de sécurité du placement, et en troisième position le sujet de savoir si mon support d'investissement me permet finalement de répondre à un certain sens dans mon épargne. Ouais, c'est-à-dire que là aussi, les thématiques ont changé. On pourrait croire que finalement, il intervient qu'en troisième position, mais en fait, pour 50% d'entre eux, ça entre en ligne de compte dans la sélection du support, ce qui signifie qu'à deux supports équivalents, même niveau de risque, même performance, si mon support est socialement responsable, il pourrait faire la différence. Et on s'est également intéressé à quelle thématique intéresser les salariés français. Et là, alors, je ne sais pas si c'est l'effet crise sanitaire, relance économique, mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les deux premières thématiques qui interviennent sont des thématiques extrêmement liées à l'entreprise, à l'économie. D'abord, il s'agit de favoriser la création d'emplois en France. Ensuite, c'est le soutien au financement des petites et moyennes entreprises françaises. Et ensuite, en troisième position, malgré tout, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, même si sur ce volet-là, on observe quand même un biais générationnel entre des plus jeunes qui sont quand même beaucoup plus sensibles à cette thématique-là que des répondants un petit peu plus âgés. Donc oui, une loi Pacte qui a favorisé en tout cas le renouvellement des supports d'investissement avec ces sujets socialement responsables. Très bien, effectivement, cette accélération de la loi Pacte et qui bouleverse aussi des comportements. On y reviendra. Alors, on est un petit peu dans le désordre de nos enseignements, mais c'est pas grave. On suit le fil avec bonheur. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent, ils sont nombreux à s'être connectés ce matin, que vous pouvez réagir, envoyer vos questions tout au long de cette heure. On les prendra en toute fin d'émission. Xavier, on apprend également que ce dispositif, les répondants, pratiquement 9 sur 10 répondants répondent que ce sont maintenant des dispositifs incontournables. Je crois qu'effectivement, c'est difficile aujourd'hui. Alors, il ne faut pas occulter l'existence de l'épargne salariale, plus de 50 ans d'existence, un dispositif très franco-français, très implanté, 150 milliards d'euros, 11 millions de porteurs de parts. Bien entendu, il y a encore un peu du chemin, puisque nous sommes 17 millions de salariés du secteur privé, donc il y a encore un petit gap. Pour autant... Il reste quelques clients équipés. Il reste quelques clients équipés, et surtout des salariés à faire bénéficier de ce dispositif de partage du profit, issu de la négociation collective en entreprise. Et donc, la loi Pacte a été un bouleversement, puisqu'elle a permis d'accélérer le volet d'épargne retraite, on va y revenir ce matin, mais aussi d'accélérer la diffusion de l'épargne salariale dans les petites et moyennes entreprises. Et ça, c'est un élément clé qui permettra dans les années à venir de voir davantage de salariés équipés dans les entreprises de moins de 250 salariés. Et ça, c'est clé. C'est vrai qu'on a l'impression que, en tout cas, c'est plutôt réservé ces dispositifs à des grosses entreprises, à des grosses machines. On imagine, mais ça, tu as un PE ou tu as un PER, c'est parce que tu es dans une société du CAC 40 ou peut-être du SBF 120. Les fleurons français, c'est pas vraiment le cas. Avec la loi Pacte, justement, et avant, ça s'est ouvert. On peut maintenant, dans une PME, voire une TPE, bénéficier de ces dispositifs très intéressants. Très clairement, et avec un marqueur assez fort, c'est le forfait social qui est passé de 20% à 0% pour l'ensemble des entreprises de moins de 50 salariés lorsqu'elles mettent en place des accords d'intéressement, de participation et même quand elles flèchent de l'abondement. Donnez-nous un exemple chiffré là. Si par exemple on mettait 1 000 €, ça veut dire qu'avant, finalement, il fallait que l'entreprise paye ses 20%. Et c'est ce qui était en moins dans la poche de... Avant, l'entreprise versait 1 000 €, elle payait 20%. Aujourd'hui, elle verse 1 000 €, ça lui coûte 1 000 €. C'est pas mal. Donc forcément, c'est incitatif. Alors, il faudra s'assurer dans le temps de la pérennité de cette mesure, bien entendu, et on aspire à ce que ça soit stable. Mais en tout cas, on voit une véritable dynamique, y compris en 2020, sur l'équipement des TPE et des PME grâce à ces éléments de suppression du forfait social. C'est rare qu'on supprime une taxe, donc j'aime bien le redire, on est passé de 20 à 0. Donc c'est une suppression. Ouais, donc plus d'excuses pour les différents directeurs des ressources humaines ou les chefs d'entreprise. C'est souvent eux quand même qui décident de mettre ça en place. Voilà, même pour des petites entreprises, c'est un dispositif là aussi extrêmement bénéfique à l'ensemble des salariés. Peut-être un petit complément. Bien entendu, c'est une décision qui appartient aux chefs d'entreprise. La loi
a encore renforcé, puisqu'il y a eu la loi ASAP en 2020, qui est venue permettre aux chefs d'entreprise, notamment des entreprises de moins de 11 salariés, de mettre en place, par décision unilatérale du chef d'entreprise, ces dispositifs-là à destination des salariés. Donc ça va permettre d'accélérer, de fluidifier, et aussi de simplifier la perception que pouvait en avoir le chef d'entreprise jusqu'alors. Oui, le petit quiz du jour, que veut dire la loi ASAP? On a eu la question la semaine dernière. Loi d'accélération et de simplification des actes administratifs en France. Voilà, de l'action publique. Mais si on peut le mettre aussi en place dès que possible, c'est pas mal. Valérie Lamaison, ce dispositif, donc on l'a vu, incontournable, connu, et puis effectivement de plus en plus partagé par l'ensemble des salariés. Ça, c'est pas mal, c'est-à-dire que de plus en plus, les gens font l'effort de s'intéresser aussi à leur épargne. Bon voilà, c'est normal, c'est de l'argent, même s'il est donné, même s'il y a un certain abondement. En tout cas, les salariés sont informés et bénéficient de plus en plus de tous ces dispositifs. Exactement. Donc, ils en ont conscience, on le voit, c'est maîtrisé. Donc, finalement, tous les efforts, encore une fois, de communication portent leurs fruits dans l'entreprise et on voit de plus en plus d'adhésion, effectivement, des salariés à ces dispositifs avec différents objectifs et ambitions dans cet investissement. De l'épargne de précaution, de l'épargne pour la retraite, de l'épargne pour financer des études, vous voyez, donc différentes à chaque fois, objectifs patrimoniaux. Avec une épargne qui n'est pas bloquée, en plus, on le répète, on a souvent l'impression de se dire, oh là, c'est la poche dans l'entreprise, on n'a pas d'y toucher. C'est pas exactement le cas. Xavier Collot, il y a des cas de déblocage. Vous avez la possibilité de le percevoir. Lorsqu'on vous verse de participation intéressement, vous avez la possibilité de le percevoir. Vous avez la possibilité aussi de le verser dans un dispositif soit de type PE, soit de type épargne retraite. Ça va être bloqué selon un horizon. Il y a aussi des cas de déblocage qui permettent de fluidifier. Donc il y a aujourd'hui, c'est une épargne qui respire, puisque c'est une épargne qui va être bloqué dans ces dispositifs-là, mais il y aura des conditions de rachat possibles et de retrait. Un point important, c'est les salariés ne cherchent pas qu'à retirer, puisque quand on prend des dispositifs et quand on cartographie des dispositifs, notamment propres à l'actionnaire salarié, en moyenne, les salariés détenteurs d'actions de leur entreprise, ce qu'on appelle l'actionnaire salarié, restent entre 9 ans et 13 ans. 9 ans et 13 ans. Michael, c'est un sujet intéressant, là, ce que vous soulevez sur le blocage de l'épargne. Très souvent, dans les entreprises, les DRH se posent la question, quelle formule d'abondement je vais devoir matérialiser entre le plan d'épargne entreprise, 5 ans, bloqué 5 ans, et le plan d'épargne retraite, donc, comme son nom l'indique, bloqué jusqu'à la retraite. Et on a posé la question de savoir, finalement, est-ce que les salariés sont prêts à bloquer plus longtemps leur épargne, sous réserve que l'abondement soit plus important si c'est bloqué jusqu'à la retraite. D'accord ? Est-ce que si je privilégie l'abonnement pour le fléchage, est-ce qu'ils y vont ? Et 70% d'entre eux disent oui, je suis prêt à bloquer mon épargne jusqu'à la retraite sous réserve que l'abonnement sur mon produit soit le plus important. Et deuxième enseignement sur cette question, et en fait c'est extrêmement logique, c'est qu'en fait plus on est jeune, plus on souhaite que ce niveau d'abondement soit élevé, évidemment, puisque mon horizon est beaucoup plus lointain. Donc en fait, après, la question, c'est quel est le bon calibrage de ce niveau d'abondement supplémentaire. Mais en tout cas, oui, les salariés sont prêts à bloquer un petit peu plus longtemps, sous réserve qu'il y ait cet effort supplémentaire de l'entreprise. Il y a un autre point que je voudrais aborder, c'est aborder, vous voyez, abonder, lapsus, les révélateurs. C'est le cadre rassurant aussi de cette épargne Corinne Labourex. On voit dans l'étude que les gens ont confiance dans cette épargne qui est menée en entreprise. Alors on sait, il y a des dispositifs d'abondement, on sait aussi qu'il y a de plus en plus de salariés qui sont appétents aussi à investir dans ce qu'ils connaissent le mieux, ils y vont tous les jours au boulot, c'est-à-dire leur société. Tout à fait. Je pense qu'il y a de ce point de vue-là vraiment deux grands enseignements. Le premier, c'est que le cadre collectif de l'entreprise est vraiment rassurant pour l'épargne en général. Et ce que nous disent effectivement les salariés, c'est que l'épargne salariale et retraite, c'est finalement quelque chose qui est très représenté à la fois dans leur patrimoine, leur épargne, et qu'ils utilisent à plein, pour plus de 80% d'entre eux. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, lorsqu'on se retrouve dans une logique à investir dans les actions de son entreprise via l'actionnaire salarié, qui est au passage très présent en fait parmi nos répondants, puisque les 2 tiers d'entre eux nous disent qu'en fait ils en disposent dans les entreprises. Alors
plutôt les grandes. Là, c'est les 3/4 des salariés ont accès à de l'action à salarié dans leur entreprise, moins évidemment, un peu moins de la moitié lorsqu'on parle de structures qui sont un peu plus réduites en termes de nombre de collaborateurs. Mais dans l'ensemble, en fait, ils plébiscitent en fait, cet actionnat salarié, oui. Et pour deux raisons qui sont, je dirais, vraiment complètement associées, complètement imbriquées. C'est à la fois que ça leur permet de faire un effort d'épargne supplémentaire et ils ont un appétit pour la performance je dirais les facilités d'accès à une tarification privilégiée effectivement des titres, ça c'est la première chose. Donc effectivement ils peuvent acquérir des titres dans des conditions privilégiées et c'est très important, mais de façon concomitante et je dirais équivalente, il y a l'idée qu'ils font pleinement confiance à leur entreprise. Mmh. Et donc lorsqu'ils ont accès effectivement à cette action salariée, eh bien à près de 90%, ils utilisent cette possibilité. Et quand ils l'utilisent pas, c'est essentiellement pour des raisons qui tiennent à leur capacité d'investissement. Ils n'ont pas, au moment où en fait l'occasion se présente, j'allais dire effectivement le cash suffisant pour pouvoir acheter des titres. Mais ça n'est pas une défiance vis-à-vis d'entreprise, c'est vraiment technique. Donc l'actionnariat salarié, ce que redit cette enquête, mais elle le dit, je dirais, encore plus fort que les interrogations qu'on avait pu faire précédemment, c'est que l'actionnariat est vraiment un vecteur non seulement d'épargne, mais un vecteur, je dirais, d'intégration et de fidélisation qui est vraiment très très important. Donc quand on parlait tout à l'heure, effectivement, d'attirer les talents, c'est vrai, ça le fait pleinement, mais pour tous les collaborateurs qui sont présents, c'est aussi une façon vraiment de partager et à la fois les objectifs et la stratégie de l'entreprise de façon très directe et très concrète. Ouais, on achète les actions, quand on peut en tout cas, vous l'avez bien dit, on le fait. Xavier, en général, il y a des dispositifs, c'est ça, d'abondement. Alors soit l'entreprise ajoute, vous mettez, je reprends mon exemple, 500 €, l'entreprise va mettre 500 €, ou bien on a une décote si il s'agit d'une société cotée. Oui, tout à fait. Et pour rappeler quand même l'intérêt de ces dispositifs, c'est aussi pour ça qu'ils sont populaires et partagés par les salariés, c'est que vous avez même une décote qui va jusqu'à 30% quand c'est bloqué 5 ans et 40% quand c'est bloqué 10 ans. Pour compléter ce que disait Corinne, c'est aussi un élément de plébiscite. Et je sais à quel point les entreprises qui font de l'action salariée regardent bien souvent le taux de souscription des salariés, alors en France mais aussi international, qui permet de contribuer au plébiscite finalement managérial et à la destinée de l'entreprise. Donc c'est vrai que ce sont des éléments très importants de reconnaissance et d'association des salariés à performance, d'alignement des intérêts entre les actionnaires, les dirigeants et les salariés. Et effectivement, ce qu'on observe au-delà de l'enquête, c'est même la dynamique 2021 sur laquelle il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui se mettent à faire de l'action salariée. Et d'ailleurs, on peut peut-être ajouter quelque chose. Dans l'enquête, on a posé aussi la question à ceux qui ne détenaient pas et qui n'avaient pas accès en fait à l'action à salarié. Ils sont plus de la moitié à dire que si ça existait, eh bien, ils seraient très heureux de pouvoir en faire. Donc le plébiscite, il est double, ceux qui ont accès, mais il y a une vraie attente de la part des collaborateurs qui aujourd'hui n'ont pas cette possibilité-là. Donc c'est un petit message aussi aux entreprises. Voilà, et ceux qui frappent à la porte, continuez, allez voir votre DRH, allez voir vos syndicats aussi, s'il y en a, ou des représentants du personnel, pourquoi pas, partage de la valeur, c'est normal, surtout quand les entreprises vont bien. Dimension, on a dit aussi, troisième enseignement, c'était la dimension active, on en a déjà un petit peu parlé, donc les versements volontaires, on a vu que, sauf oubli, c'était le cas pratiquement donc à 100%. Il y a une autre dimension qui est tout à fait intéressante, c'est la dimension entrepreneuriale. Là aussi, on sent qu'il y a un désir d'épargne, Michael Beribi, et également une confiance en général dans la stratégie d'entreprise. Et c'est pour ça aussi qu'on est confiant et qu'on abonde. Oui, en fait, entrepreneurial, parce que on l'a un peu déjà cité, c'est dans la notion de oui, les salariés sont prêts à investir dans leur propre entreprise. C'est une forme finalement d'entrepreneuriat selon nous, puisque une majorité d'entre eux, quand ils le peuvent, y investissent et s'ils n'ont pas de dispositif, ils aimeraient investir dans l'entreprise. Et parmi les raisons qui sont évoquées, au-delà de l'aspect purement financier, oui, on a parlé d'abondement, etc., il y a aussi finalement la confiance qu'ont les salariés dans les objectifs, les atteintes des objectifs de leur propre entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est un signal quand même extrêmement rassurant. On est en pleine reprise de l'activité, en plein déconfinement. Et c'est vrai qu'en termes de message, c'est un message assez fort d'un point de vue conjoncturel. Après, si vous permettez, j'aimerais également revenir sur la notion d'incontournabilité du dispositif.
Corinne l'a évoqué, pour 75% des répondants, le cadre de l'entreprise est un cadre rassurant. Ça veut quand même dire que pour 75% d'entre eux, il y a cette confiance auprès de l'entreprise et de la gouvernance autour de ces dispositifs d'épargne salariale et retraite. Et le meilleur indicateur pour l'illustrer finalement, c'est lorsqu'on voit pour un tiers des salariés, cette épargne d'entreprise représente plus de 40% de leur propre patrimoine financier. Ça montre à quel point cette épargne est importante. Et justement, lorsqu'on leur pose la question, alors, si vous avez de l'épargne disponible, où est-ce que vous allez investir? Est-ce que c'est d'abord au sein de vos dispositifs en entreprise? Est-ce que c'est d'abord auprès de vos propres moyens, propres outils, ou est-ce que vous êtes indifférencié? Eh bien, une majorité d'entre eux sont prêts à le faire dans le dispositif entreprise. Et en fait, la perception qu'ils ont de leur dispositif est extrêmement positive. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on les interroge sur le volet de la performance, la perception sur les frais appliqués, la perception sur les conditions générales, à chaque fois, c'est le dispositif entreprise qui semble être le plus opportun. Là, ça veut dire que si j'ai une poche d'épargne, par rapport justement au dispositif connu, mon livret A ou d'autres choses, le rapport risque-performance, ça s'oriente vers ce qu'on gère en entreprise. Ça veut dire que en termes de perception, les salariés préfèrent leur dispositif entreprise, et s'il fallait choisir, pour 50% d'entre eux, en fait, ils sont indifférents. Et là, on va retrouver plutôt des CSP+, s'il fallait les caractériser. Pour 35% d'entre eux, ils vont privilégier leur entreprise. Et là, on va retrouver, s'il fallait encore une fois les caractériser, plutôt des CSP-. Et une minorité va plutôt utiliser ses propres moyens. Et là, on va retrouver les jeunes, les plus jeunes, peut-être qui connaissent moins les dispositifs, et les personnes les plus aisées qui, finalement, peut-être ont aussi d'autres moyens pour investir. Ouais, extrêmement intéressant, Xavier Collot. C'est vrai que souvent, je le disais tout à l'heure, on se lamente un peu sur l'éducation financière des Français. Là, on a l'impression que c'est la porte d'entrée, c'est-à-dire par rapport à mon épargne et le fameux, les réglementés, très connus, LDDS, livret A, PEL peut-être. Là, on a une porte d'entrée aussi, peut-être sur autre chose, sur le monde de l'entreprise, sur les actions, peut-être sur des placements diversifiés. C'est tout à fait intéressant cette étude et ce point en particulier. Alors effectivement, on voit bien à quel point... Alors, on n'est pas au bout de tous les sujets sur la pédagogie financière, et l'enquête le montre excellemment bien. Mais c'est vrai qu'on voit bien le rôle clé que joue l'entreprise dans la compréhension des mécanismes de l'épargne, dans la fabrication de cette épargne, et également dans la compréhension, à travers l'action des salariés, de ce qu'est une entreprise. Donc effectivement, c'est clé. L'entreprise est un tiers de confiance. Faut jamais l'oublier vis-à-vis du salarié. Donc forcément, le salarié sera beaucoup plus éduqué dans un dispositif d'épargne salariale, d'épargne retraite qu'il ne serait dans d'autres dispositifs d'épargne globalement. Et puis surtout, j'imagine peut-être pour des CSP, celui qui a vraiment un très gros salaire, qui peut avoir un conseiller, etc. On a cette connaissance. Quand on ne sait pas, finalement, il y a son banquier, certes, mais il y a aussi, on imagine, l'entreprise aussi qui peut être un cadre, d'en discuter avec les instances, avec son patron, avec son DRH. Ça peut être aussi un très bon point d'entrée. Pour compléter, n'oublions jamais que c'est un triptyque, c'est un outil de négociation collective, partie prenante, l'entreprise, les partenaires sociaux et les salariés. Donc forcément, dans ce jeu à trois, le salarié ne peut que retrouver bon compte. Ouais, mais le Français en général, il regarde, il compte, on le sait. Quand on écoute Michael, et c'est intéressant, Corinne, je voudrais votre avis aussi, performance meilleure, frais plus avantageux. Donc on se dit, on va peut-être être moins lessivé que par son institution financière ou bancaire, et les conditions plus avantageuses. Donc c'est les trois choses qui font que, on a comparé, on se dit, dans le temps, ça peut être intéressant. Tout à fait, justement, puisqu'on parle de la bonne connaissance des salariés de leur dispositif, eh bien, ils ont été sensibles à cet aspect-là. Ils sont conscients que dans le cadre collectif, et à travers des FCPE, donc des fonds qui sont vraiment spécialisés pour l'épargne salariale, ils trouvent des conditions financières favorables qui ont été négociées au sein de l'entreprise. Ils trouvent effectivement des fonds qui sont présentés de façon généralement plus pédagogique et plus explicite. Et puis, il y a l'idée que c'est facilement utilisable et facilement accessible. Et ça rejoint ce que disait tout à l'heure Michael, c'est que finalement, quand on regarde l'épargne salariale et les retraites,
Elle est assez puissamment utilisée. Elle est vraiment, pour encore une fois, plus de 80% d'entre eux, largement utilisée. Et même, c'est la seule épargne dans certains cas, et notamment quand on s'adresse à des populations dont les revenus sont un peu plus faibles. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on ait conscience qu'elle joue un rôle privilégié, non seulement dans l'effort d'épargne en tant que tel, mais dans l'éducation financière et dans la capacité qu'il y a à faire développer du patrimoine pour tous les Français. Donc effectivement, c'est très sensible. Allez, on a une première question, je la prends en direct. Avez-vous constaté que la suppression du forfait social avait impacté positivement le déploiement de l'actionnariat salarié dans les ETI et les PME, dans les très petites entreprises? Est-ce que le forfait social, Xavier, a eu un impact? Très clairement. Enfin, on voit un enthousiasme assez fort des chefs d'entreprise à ouvrir leur capital, à destination des salariés, avec des décotes quand même qui vont jusqu'à 30%, ce qui est pas neutre en termes d'effet pour les actionnaires, parce que le forfait social est à zéro. Et donc on voit, en tout cas on le voit en ce moment, une dynamique qu'on partage ici tous les quatre, une dynamique extrêmement forte en 2021, pour plusieurs raisons. Un, les phénomènes de la fiscalité autour de l'actionnaire salarié, suppression du forfait social ou baisse du forfait social, des mécanismes qui ont été votés en fin 2020 qui amplifient. Je vous rappelle que l'objectif du gouvernement, c'est porter les actionnaires salariés à hauteur de 10% à l'horizon 2030. On en est à peine à 4,5%, donc le chemin est encore long. Et puis deuxième phénomène, nous sommes dans une crise conséquente dans laquelle probablement le monde d'après, ce sera d'associer davantage les salariés à la performance future. C'est aussi une façon de prendre date avec leurs salariés pour partager la dynamique de l'économie à venir et la performance à venir. Donc, effectivement, un enthousiasme assez fort que je partage parce que c'est le fruit de ce qu'on observe aujourd'hui sur le terrain des entreprises. Très précisément. Très bien. Bon, en tout cas, voilà, une bonne mesure. Il n'y a pas de raison que les gens n'en aient pas profité de cet effet d'aubaine. Je reviens sur la dimension entrepreneuriale. On a vu donc voilà, que les gens avaient confiance, qu'ils avaient ce désir d'épargner, souvent dans les FCPE, donc les fonds communs de placement dans les entreprises, donc une poche réservée. S'ils ne le font pas, c'est quoi? C'est les réticences. C'est quoi? C'est juste que c'est trop risqué, on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas confiance. Michael Bérébi, est-ce que vous avez des éléments de réponse là pour ceux qui franchissent pas le pas? Alors, pour l'actionnariat salarié, parmi les raisons évoquées, effectivement, il y a la notion de risque. Oui, lorsqu'il s'agit d'actionnariat salarié, le niveau de risque est bien plus élevé que lorsqu'il s'agit de fonds diversifiés. Premier élément. D'autres, ça va être pour des raisons financières, la capacité. Ou bien, troisième élément, c'est ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire que mon employeur, c'est mon employeur, il m'emploie. Si en plus, il fallait que j'épargne au sein de ma propre entreprise, je suis doublement exposé si, je ne sais pas, mon entreprise devait faire faillite, par exemple. Donc ça, c'est un premier élément. Sur sur le volet plus classique sur les fonds diversifiés, c'est vrai que parmi les motifs, il y a d'abord l'abondement. Les gens vont aller chercher et essayer d'optimiser cette poche d'abondement. Après, ça dépendra des capacités à épargner, mais en tout cas, la volonté d'épargner, de faire accroître cette épargne, vient aussi en deuxième position. Donc c'est quand même un motif important. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension d'abonnement qui est extrêmement attractif. D'accord, donc ceux qui n'y vont pas, effectivement, peut-être défiance soit vis-à-vis de la stratégie de l'entreprise, soit effectivement les sous, on les a pas forcément, on a d'autres projets et c'est bien normal. Juste un mot, Xavier, c'est vrai qu'il y a plusieurs dispositifs, on en parle toujours, on peut évidemment investir si c'est possible, si la société est cotée dans les actions de sa société, ou bien maintenant dans des poches aussi diversifiées, et vous l'avez c'est un peu votre cheval de bataille. C'est vrai que jusqu'ici, les gens étaient extrêmement prudents. Ils restaient sur des dispositifs un peu pépères, sur du monétaire. Il ne fallait pas faire de bruit. Alors qu'on sait très bien aujourd'hui, avec les taux qui sont de plus en plus bas, un peu comme ce qui se passe sur l'assurance vie, qu'il faut un peu sortir de ces supports et essayer de diversifier au maximum son épargne. Alors, je crois que c'est le propre de tous les épargnants. Il faut apprendre à diversifier, pas concentrer son épargne sur un support, mais sur plusieurs supports. La diversification dans l'épargne est quelque chose d'important.
D'où l'importance aujourd'hui du conseil qui peut apporter aux épargnants, mais aussi aux entreprises, la pédagogie qui peut apporter. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité, nous, il y a quelques années, c'est mettre en place un robot conseiller qui va aider à la pédagogie de la diversification au regard du profil d'investisseur, du temps et de la durée d'investissement, parce que tous ces paramètres sont à prendre en compte. Hein. Si on prend le seul paramètre de la performance passée, on n'y arrivera pas. Hein. Donc, alors, un point qui sera complété par Valérie, mais c'est vrai que la loi Pacte a renforcé l'attractivité de la diversification à travers ce qu'on appelle la gestion pilotée, notamment dans le cadre du PER. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit une réelle diversification, puisque l'idée de l'épargne retraite, c'est de fabriquer un capital complémentaire, supplémentaire pour la retraite, pour bénéficier soit d'une rente viagère, soit d'une rente financière, et ça suppose d'accumuler du capital. Et ce capital, c'est la somme des versements, mais aussi les rendements associés à ces versements. La diversification est fondamentale. Et effectivement, et dans le cadre de la loi Pacte, on le voit, on a beaucoup d'entreprises qui ont revu leur offre de gestion financière pour plus de diversification internationale, plus de diversification sur des actifs long terme, puisque une partie, tu le disais tout à l'heure, plus de 10 ans, plus de 8 ans de placement dans l'épargne salariale. En général, les salariés laissent leur épargne sur ces outils, ils n'en profitent pas forcément au bout de 5 ans. Ils le laissent. Donc ici, les entreprises ont vraiment réfléchi à faire évoluer pour beaucoup plus de diversification, et on le voit dans l'enquête également, puisqu'on voit bien une attractivité de tout ce qui est fonds, PEA, PME, donc fonds qui vont travailler, investir dans l'économie réelle, dans les entreprises. Voilà. Okay. Donc il y a vraiment une attractivité de la diversification. 8-10 ans, ça peut effrayer les plus jeunes qui sont plutôt mobiles. On sait très bien qu'on va faire plusieurs métiers, qu'il y aura plusieurs vies dans sa vie. Tout le monde ne va pas forcément rester dans la même société. Comment ça se passe dans ces cas-là quand on a abondé, quand on a ces dispositifs qui sont dans une société? Est-ce qu'ils vont suivre notre cheminement professionnel, Xavier Collot, si on change de société? Ils vont suivre votre parcours professionnel en fonction de l'équipement de l'entreprise. Donc, un des points critiques qu'il faut faire lorsqu'on est jeune et qu'on change d'entreprise, c'est s'assurer que dans le package de rémunération, vous avez un dispositif d'épargne salariale ou d'épargne retraite. Sans quoi, n'allez pas chez cet employeur s'il ne l'a pas. Donc, d'où l'attractivité nécessaire des entreprises à faire bénéficier aux salariés de ces dispositifs-là. Ce sont des éléments clés. On est tous passés par là. On était quelques années un peu plus jeunes. Et effectivement, il y a beaucoup d'effets d'aubaine chez les jeunes à l'idée de pouvoir épargner, d'avoir un retour sous forme d'abondement, et de pouvoir débloquer lorsqu'on fonde une famille pour l'acquisition de la résidence principale, par exemple. C'est un dispositif de plus en plus connu et utilisé aussi par les populations les plus jeunes. On a l'impression qu'ils sont très affûtés maintenant sur ces dispositifs, et c'est tant mieux. Une nouvelle question, je vous la pose, après on ira sur le volet qu'est-ce qu'on met justement dans cette épargne, la nature, est-ce que ça a changé, est-ce qu'on est sur la finance durable? Mais tout d'abord, on finit sur les raisons pour lesquelles certains employeurs ne pratiquent pas d'abondement systématique. Alors est-ce que c'est par manque de moyens de l'entreprise, par méconnaissance des dirigeants de ces process, par exemple les dirigeants PME, TPE ou autres? Que vous avez eu des éléments là-dessus? Vous aviez peut-être du côté commercial pour vous, quand vous allez voir. Soyons clairs, si vous avez du cash, l'abondement c'est possible. Si vous n'avez pas de cash, ça va être compliqué pour l'entreprise. N'oublions pas que le cash c'est le nerf de la guerre pour les petites entreprises, et donc bien entendu c'est un élément critique. Ensuite, il peut aussi y avoir des méconnaissances très fortes dans tous ces mécanismes, par la perception parfois qu'on peut avoir de complexité. Mais encore une fois, c'est une question de conseil, d'accompagnement de ces entreprises-là pour leur expliquer. Voilà les éléments importants. Mais plus que l'abondement, je crois que l'élément clé pour ces entreprises de taille intermédiaire ou petite, c'est l'intéressement, qui doit être assis sur des critères de performance. Alors, j'ai envie de dire performance économique, mais plus seulement, mais aussi des performances sociales, extra-financières, puisqu'on voit bien, on va revenir pour parler de RSE, et l'enquête dit beaucoup de choses sur les attentes des salariés autour de ça. Aujourd'hui, on voit des accords d'intéressement qui sont vraiment basés sur des critères nouveaux, qui dépassent les éléments économiques de l'entreprise. Alors justement, excellente transition. Valérie Lamaison, juste d'un mot. On a vu effectivement qu'il y a un bouleversement dans l'épargne des Français, avec tous les placements, investissement socialement responsable, finance durable, finance responsable. Est-ce que ce sont des dispositifs aussi qu'on retrouve dans les dispositifs d'épargne salariale? Est-ce que les salariés interrogés sont appétents à ces dispositifs? Alors déjà, on se rappelle, l'épargne salariale était très précurseur sur les investissements ISR.
On va dire que depuis début des années 2000, en fait, on a des propositions d'investissement ISR. Alors, c'était plus finalement mis en place un peu par défaut, parfois. Et aujourd'hui, et je pense que Michael, tu le rediras, hein, on voit bien ce souhait, notamment des jeunes épargnants, d'avoir forcément des outils qui permettent effectivement de lutter contre le réchauffement climatique ou des outils qui permettent d'investir dans des sociétés qui respectent ces critères ESG. D'accord. Justement, Michael, on va rentrer dans le détail. On va revoir ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur les investissements responsables, en tout cas, au niveau du choix. Alors, on a toujours, et ça ne change pas, et les conseillers en gestion de patrimoine aussi avec qui on discute nous le disent, hein, c'est toujours la performance, bien sûr, la sécurité, bien sûr, mais on voit de plus en plus, et c'est nouveau, cette thématique responsable qui arrive dans le choix des Français. Oui. Alors, c'est important quand même de rappeler que c'est toujours la performance et le risque qui sont les principaux critères. Néanmoins, il y a cette progression du sens. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on signifie par sens, d'autant plus qu'aujourd'hui, et je pense que les entreprises et les gouvernances des plans en ont conscience, il y a plusieurs méthodologies sur le socialement responsable. On est encore, on est encore en plein développement. Néanmoins, il y a cette sensibilité. Et ce qui est quand même intéressant dans l'enquête, c'est que on peut presque caractériser les sensibilités en fonction soit de l'âge. Les plus jeunes sont plus enclins, en tout cas plus sensibles à la question du climat. Parfois par le sexe, les femmes, semble-t-il, en tout cas dans l'enquête, sont plus sensibles à la notion d'inclusion sociale et de toute la dimension finalement solidaire, avec les fameux fonds solidaires. Et plus généralement, mais encore une fois, ce sera intéressant de reposer la question, on va dire, une fois qu'on aura traversé cette crise sanitaire puis économique, c'est l'importance du tissu local, du tissu économique français, à travers soit les PME, ETI, soit à travers la création d'emplois. Donc des thématiques différentes, mais qui sont parfois beaucoup plus tangibles pour un épargnant que juste évoquer une performance passée ou un niveau de risque associé. Corinne, on voit un 8 sur 10 performance, évidemment, ça reste en tête. 7 sur 10, allez, à la grosse louche, sécurité déplacement. Et puis 1 sur 2, ça c'est nouveau, donner du sens à son épargne via des placements responsables. Et c'est vrai que là, c'est peut-être cette année 2020 qui sera l'année 1 du déplacement responsable. Bon, ça courait déjà plutôt chez les institutionnels, les écolos, mais là, on a l'impression que c'est maintenant, pour tous les épargnants, là, c'est une dimension incontournable. Tout à fait. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve dans cette enquête des tendances qu'on isole par ailleurs dans d'autres enquêtes plus larges sur les épargnants ou, en fait, tout simplement, les comportements consommateurs. Donc, c'est très encourageant. Maintenant, comme le disait très, très justement Michael, on a quand même effectivement des disparités dans la compréhension et l'appréhension de ce que sont les thématiques fortes. Et ce que révèle l'enquête, c'est que quand même vous avez des incontournables et que quand on interroge par ailleurs chacun des épargnants sur le profil qui est le sien en termes d'appétence au risque, on retrouve quand même des variables extrêmement logiques. C'est-à-dire que la sécurité est vraiment le premier critère chez ceux qui sont de profil prudent. On va retrouver en revanche effectivement la question de performance et de test universel. Tout le monde a envie que son produit soit performant, c'est évident. Là, de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements dans les années qui viennent. Ce qui est intéressant en revanche, c'est que c'est pas parce qu'on est jeune et qu'on est sensible aux aspects environnementaux qu'on est prêt à céder sur le terrain des performances. Parce que, en fait, la jeune génération, c'est-à-dire les moins de 35 ans, répond à la fois qu'elle est très sensible aux aspects, en fait, on va dire ESG au sens large, aux aspects vraiment de finances responsables, donc à plus de 70%, elle, et notamment le climat, mais elle est aussi celle qui répond le plus facilement pour dire qu'elle exige de la performance. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de dichotomie entre les deux. Il n'y a pas d'opposition. Et le sentiment, à mon avis, je dirais imperceptible qui est en train de se mettre en place, c'est que, et de ce point de vue, les épargnants ont parfaitement raison, c'est qu'on peut à la fois avoir une gestion efficace d'un point de vue performance et une gestion qui soit responsable. Et ça, c'est très intéressant. Alors, je sors un peu de l'enquête, juste pour rappeler que justement, dans les éléments d'analyse qu'on a pu avoir sur le comportement, sur en fait, les performances des fonds, et notamment les fonds dits ISR ou de finances responsables, pendant cette année de crise 2020, eh bien, ce qui est apparu, c'est qu'ils avaient parfaitement tenu le choc. C'est-à-dire que le fait d'intégrer des critères extra-financiers, des critères de responsabilité des entreprises
lorsque l'on les sélectionne dans les portefeuilles, eh bien, ça montre qu'en fait, l'appréhension du risque, l'analyse du risque en fait, des titres qui rentrent en portefeuille était plus approfondie et que les risques qui ont été, les entreprises qui ont été sélectionnées parce qu'elles avaient une bonne gestion des risques durables, effectivement, ont mieux tenu le choc de la crise. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on le constate dans les faits, c'est-à-dire que les fonds responsables sont des fonds performants. Oui. Et ce sentiment-là, manifestement, finalement, peut-être de façon inconsciente, est présent dans l'esprit des épargnants. Bien sûr. C'est vrai qu'on a l'impression, c'est tout à fait intéressant, on a l'impression qu'avant c'était opposé. Soit on investissait vert ou durable au détriment de la performance. Et c'est vrai qu'en 2020, avec la crise, on a vu qu'en plus, il y avait une surperformance pratiquement des investissements ESG, ISR. Pourquoi ? Parce qu'ils voyaient dans la durée et qu'ils étaient finalement antifragiles. Et ça, c'est un vrai enseignement de cette crise aussi, Xavier Collot. Effectivement, ça fait longtemps qu'il y a une dichotomie entre si je fais de l'investissement socialement responsable, ça ne peut pas être performant. Je crois que l'histoire, cette dichotomie est derrière nous aujourd'hui. Les objectifs de développement durable sont extrêmement fortes. Il faut savoir que les entreprises sont de plus en plus sous la pression de la démonstration qu'elles changent leur modèle économique vers quelque chose de beaucoup plus vertueux. On parle d'empreinte carbone, on parle de biodiversité. Et donc, il est aussi notre responsabilité de faire la démonstration de ce dans quoi on investit. À travers des reportings, à travers les empreintes, effectivement, parce que le salarié, aujourd'hui, l'avenir le dira, mais c'est vrai que la demande est extrêmement forte, mais j'ai envie de dire, ça va devenir standard, le fait d'offrir des gammes de support d'investissement en épargne salariale, mais aussi en épargne retraite, et encore plus en épargne retraite, parce que l'évolution économique et les objectifs de développement durable, c'est pas un temps court, c'est un temps long. Donc on voit bien la nécessité effectivement d'offrir de façon standard des gammes diversifiées, prenant en compte les critères E, S et G. C'est fondamental. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui ne fait que commencer, on en a l'impression en tout cas. Ce n'est qu'un début. Valérie Lamaison, on arrive bientôt au terme. Il nous reste quelques minutes. On prend les questions, évidemment. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est encore en direct pendant quelques minutes. En tout cas, premier élément de conclusion sur cette enquête, vraiment extrêmement intéressante. On voit que les choses sont en train de changer. On note une grande confiance, une grande stabilité dans cette épargne des entreprises. Les gens, dès qu'ils le peuvent, ils préfèrent finalement à tout autre placement, et ça c'est une vraie nouveauté. Et puis cette dimension, effectivement, je veux que ma finance, je veux que mes investissements soient utiles, et si possible, on l'a vu avec Michael, sur le local, sur les TPE, sur les PME. Finalement, le Français, il suit ce qu'on lui dit, le fléchage de l'épargne, là, on a bien conscience des enjeux. Tout à fait. En fait, finalement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une épargne vivante. En fait, je crois que c'est vraiment la conclusion un petit peu de cette enquête, c'est que ce n'est pas passif. Les salariés, aujourd'hui, sont acteurs de cette épargne, vont investir pour des objectifs, vont placer avec un objectif ISR, solidaire. Vous voyez, donc vraiment, c'est une épargne vivante. Et c'est au cœur de leur épargne. Michael Bérémy, bravo pour cette restitution d'enquête. C'est vrai que c'est intéressant, ces 3000 répondants. C'est quelque chose qu'avec S2H Institute, qui est tout nouveau, qui est le centre de recherche du groupe CIACI, c'est quelque chose que vous avez développé, qui va être reconduit année après année. Alors, l'objectif, c'est quand même de développer ce genre d'enquête. Alors, on en a déjà fait un peu l'an dernier. Pas avec Amundi, mais avec d'autres partenaires sur d'autres thématiques, typiquement la perception des salariés en télétravail pendant le confinement, la perception des salariés sur la mutation du travail avec la transformation robotique. Là, cette fois-ci, et on a un peu expliqué en amont pourquoi on souhaitait absolument accentuer notre compréhension du comportement des épargnants. Et oui, l'idée, ça serait de développer ce genre d'enquête, et encore mieux si c'est avec Amundi. Bon, Corinne, vous allez continuer effectivement à faire cet exercice chaque année ou chaque 2 ans pour savoir où on est le moral des épargnants. On l'a vu, plutôt positif. Tout à fait. En fait, l'idée, effectivement, c'est d'avoir un rendez-vous régulier. Alors, peut-être pas chaque année, mais tous les 2 ans. Ça nous paraissait un rythme intéressant pour travailler ensemble. Je dirais que le grand profit en fait de ce type d'enquête, c'est dans la compréhension qu'on a, c'est également en amont quand on la construit, c'est de mêler la culture peut-être très opérationnelle que nous avons chez Amundi et puis le point de vue beaucoup plus transverse et analytique que vous avez chez S2H, et donc la construction du questionnaire qui nous a pris somme toute pas mal de temps. On a passé pas mal d'heures ensemble pour essayer de faire quelque chose d'assez fin. C'était un enseignement commun, je pense, très riche.
Et du coup, quelque part, on est récompensé parce que le résultat en fait qu'on retire de l'enquête est fondamentalement plein d'enseignements. On a délivré les principaux ici autour du micro, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a une vraie profondeur d'analyse. Et donc, bien sûr, l'idée, c'est de continuer, de se donner des rendez-vous réguliers et de pouvoir, en fait, je dirais de façon séquencée, voir les évolutions. Et un des enseignements, je dirais, parallèles de cette enquête, c'est que finalement, on voit que les épargnants, leur comportement évolue assez vite. C'est pour ça qu'il faut, en fait, pouvoir se donner des points de vue réguliers. Et notamment, l'impact de la loi Pacte est assez prégnant, beaucoup plus que ce que nous, on pouvait imaginer au départ. Donc on a eu de réelles surprises, de bonnes surprises, mais de vraies surprises. Ouais, et ça va continuer à évoluer, Xavier Collot. On l'a vu, loi Pacte, beaucoup de changements, ça va dans le bon sens. Et puis les Français, voilà, très, très contents d'épargner dans le cadre de leur entreprise. Complètement. Enfin, je veux dire, on est dans un sens de mouvement et de modification de plaques tectoniques pour de longues années. Je crois que le poids de l'épargne retraite va augmenter dans le temps, et ça, c'est un point important. Ça fait partie inévitablement de la politique RSE de l'entreprise, et la meilleure façon de valoriser le capital humain, c'est mettre en place ces dispositifs de partage du profit qui sont, encore une fois, le fruit de la négociation collective d'entreprise. Voilà, donc n'hésitez pas, on rappelle pour toute information et retrouver ces échanges, amundi-ee.com, c'est sur le web, ou s2h-institute.com. Un grand merci à nos panélistes du jour, Xavier Collot, directeur épargne salariale et retraite d'Amundi, Valérie Lamaison, merci, directrice épargne investissement chez CIACI Saint-Honoré, Michael Bérébi pour vos éclairages, institut, responsable du S2H Institute, donc émanation de CIACI Saint-Honoré, et Corinne Labourex, directrice marketing chez Amundi Épargne Salariale et Retraite. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à tous et à toutes, et à très bientôt pour un prochain webinaire. C'étaient les résultats de l'enquête sur le comportement des épargnants salariés face au dispositif d'épargne salariale et retraite post-loi Pacte. Une enquête réalisée par le S2H Institute du groupe CIACI Saint-Honoré et Amundi Épargne salariale et retraite conduite par l'Institut de sondage Audirep. Un webinaire à retrouver sur le site d'Amundi et le blog CIACI Saint-Honoré.